Né à Saint-Hilaire-sur-Richelieu en 1905, il étudie la peinture et le dessin avec Ozias Leduc et à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Après un séjour à Paris en 1929, il revient au Québec pour y enseigner. Membre fondateur de la Société d'art contemporain, il est surtout le chef de file et le maître à penser du groupe automatiste. Son influence picturale et philosophique est considérable. Congédié par l'École du meuble à la suite de la parution du manifeste, il doit s'exiler pour gagner sa vie. Il s'installe aux États-Unis, puis 2 ans plus tard à Paris, où il meurt le 22 février 1960. En 1948, Paul-Émile Bordua a écrit et signé le manifeste Refus global. Dessiner, peindre, c'est être, par définition, à la recherche d'un idéal. Le passé n'existe pas. Non. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe alors? Ce qu'on court après. Ça n'existe pas, la liberté? Non. La seule liberté qui est intéressante, c'est d'être ailleurs. Partir. Ça, je suis allé nulle part. J'ai juste essayé de fuir. Fuir quoi? Ta vie. Né à Montréal en 1923, Jean-Paul Riopelle étudie à l'École du meuble et participe à l'exposition Bordua Group à New York en 1946, puis à la première exposition des automatistes. Il s'installe à Paris en 1947, rencontre Breton et signe avec lui le manifeste surréaliste Rupture inaugurale. Sa carrière est fulgurante. Reconnu à Paris et à New York, il reçoit de nombreux prix, dont celui de l'UNESCO en 1962. Au cours des dernières années, la figuration fait un retour dans ses toiles, avec ses célèbres oies qui expriment une passion pour la chasse. Contrarié par une diminution de ses capacités physiques, il se retire dès lors en lui-même, rêvant d'ailleurs. Nos passions façonnent spontanément, imprévisiblement, nécessairement le futur. Fini l'assassinat massif du présent et du futur à coup redoublé du passé. Il suffit de dégager d'hier les nécessités d'aujourd'hui. Au meilleur, demain ne sera que la conséquence imprévisible du présent. Nous n'avons pas à nous en soucier avant qu'il ne soit. Refus global, on avait 20 ans, quelque chose comme ça, 22 ans. C'était à nous la vie, hein. Le public disait, êtes-vous fou? Quand il n'y a plus de dissension, c'est la mort. Arrêtez! Qu'est-ce que c'est? Arrêtez les singeries! Ça se vendait comme ça, manifeste. C'est Bordua qui a écrit ça. C'était l'expression de ce que j'aurais voulu dire. La question fondamentale du refus global, c'est Dieu n'existe pas. Et arrêter de nous proposer des solutions qui ne voudraient pas aborder ce problème-là. Au point de vue religieux, on peut dire que c'était la plus mauvaise période dans la province de Québec. Le fait est que c'était, il y a eu un durcissement pendant cette période-là, entre les années 1940 et 55, qui a aussi expliqué cette révolte. Il faut bien le reconnaître, les églises. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Mais seulement on est enfermé, on était sclérosé complètement. Il fallait faire sauter les barrières. Au refus global, nous opposons la responsabilité entière. Ça s'appelle refus global, notre histoire, mais c'est pas un refus. Hein. Au contraire, c'est qu'on refusait de ne plus bouger, mais on voulait avancer.
on demandait place à ci, place à ça. C'était place à l'amour, puis place à la magie. Place à l'amour, place aux nécessités et des nouveaux rapports humains. Il y a une affirmation de liberté qui est très, très, très positive. On vivait dans une époque qui était particulière. On sortait d'une guerre, où des millions de gens étaient morts. Et cette guerre-là, on y avait participé, la justification étant que c'était la défense de la liberté. Jeune peintre, Pierre Gauvreau est remarqué par Borduas en 1941. Dès 1955, il devient réalisateur à la télévision de Radio-Canada, puis à celle de Radio-Québec. Il devient ensuite directeur de la production française à l'Office national du film, avant de se consacrer à l'écriture de sa trilogie télé, Le temps d'une paix, Cormoran et Le volcan tranquille. Et la défense de la démocratie. C'était des mots qui n'étaient pas souvent employés dans notre société canadienne française. Métropole! Montréal n'a pourtant ni métro, ni voie rapide, ni salle de concert. De Québec, province catholique, est venu le premier ministre Duplessis. Les artistes à Montréal n'étaient pas considérés. Nous étions des paresseux, des gens qui ne voulaient pas travailler. Si on portait des cheveux longs, à ce moment-là, ça c'était la chose finale. On nous aurait presque emprisonnés tout de suite. Il n'y avait aucun... L'artiste n'avait pas de statut à cette époque-là. Françoise Riopelle se joint en 1944 au groupe des automatistes et s'installe à Paris en 1946. Chorégraphe, elle fonde en 1958 au Québec le groupe de danse moderne de Montréal. Elle enseigne la danse et initie le baccalauréat de danse de l'Université du Québec à Montréal en 1971. Et nous, quand on arrive, c'est de dire, bon, la figuration, supprimons-la, essayons de faire des tableaux qui n'ont pas de signification figurative. Essayons de faire des tableaux spontanément, sans censure, voir ce qui arrive. Et c'est ça l'automatisme. Alors c'est ça que Borduas entreprend, puis c'est ça que nous entreprenons à la suite de Borduas. Mais ça, il faut le dire, hein, genre ces premières choses-là du côté de Borduas, de Riopelle, ça se fait à l'école du meuble. Voyez-vous ça aujourd'hui, dans une école... un mouvement tout à fait nouveau, qui n'a pas de référence dans le passé, qui peut tout à coup se développer dans une classe d'un professeur. C'est pas facile. À l'école du même, on travaillait d'après modèle. On avait Borduas nous donnait toutes sortes de modèles. Dès 1945, Marcel Barbeau est de toutes les expositions du groupe automatiste. Il vit maintenant à Paris, où il continue de peindre et d'exposer. Et lentement, sous son influence, sur la connaissance qu'il a pu nous donner des œuvres actuelles qui se faisaient un peu partout dans le monde, lentement, on a évolué vers l'abstraction. Si ça vous tente, on va parler un petit peu de l'époque autour du manifeste. Puis, mais ce qui vous vient, c'est du passé pour vous, ça? Complètement. C'est pas important? Aucune importance. Et vous l'avez fait quand même? Il fallait. Regrettez-vous d'avoir fait de la peinture? Non. C'est la peinture que j'en ai pas fait. Êtes-vous content de ce que vous avez fait? Non. Pourquoi? Parce que c'est toujours été mal interprété par moi. Il m'est arrivé des quantités de fois que des gens parfaitement sympathiques me disent, Monsieur Borduas, j'aime beaucoup vos choses, j'aime beaucoup la couleur. Seulement, je ne comprends pas. Je suis obligé de leur répondre très honnêtement, je ne comprends pas plus que vous. Nous, on est devenus abstraits. Pas par
par folie mentale. Hein. Marcel Ferron adhère en 1947 au groupe des automatistes. Son œuvre est sociale. Elle a réalisé de grandes verrières, dont celle de la station de métro Champ de Mars et celle des palais de justice de Granby et Val-d'Or. C'est que moi, je me souviens que la première fois que j'ai traversé en avion, hein, Montréal-Paris, je me penche sur le hublot et qu'est-ce que je vois? Hein? Du vert, du blanc, petite ligne bleue. Je regarde ça et je dis, Christ, ma peinture. Hein? C'est qu'on est la première génération, nous, à voir circuler par les airs. C'est-à-dire voir de loin. Et quand les choses s'aplatissent, ça devient abstrait. Apprendre à l'élève à regarder, c'est lui donner sa première et sa dernière leçon de dessin. Sachons voir toutes les choses belles qui nous entourent et toute la beauté de ces choses qui racontent la gloire du Créateur. Tout à coup, de décider qu'on fait un tableau qui existe en tant que tableau, c'est-à-dire qu'on va lire comme un tableau dans lequel il n'y aura pas de référence figurative, c'est facile à dire. Mais le cerveau, lui, il se rebelle contre ça. Il n'y a rien à dire, lui. Il n'y a pas de référence. Pour se creuser les cellules, il n'y a pas de référence. C'est peu à peu qu'on va finir par pouvoir faire des tableaux. Mais de le faire, puis ensuite de dire, d'attribuer la qualité d'œuvre d'art à cet objet-là, il faut une certaine audace. Parce que tout le monde autour rit, ou bien non, Christ, t'es fou, voyons donc, de prendre-tu pour des valises. C'est le genre de réaction qu'on a. Bon. Et si on n'est pas capable, si on n'a pas la force intérieure de vivre face à tout ça, ben, on est aussi bien de faire du paysage ou de faire autre chose. Alors, si vous regardez un tableau, par exemple, non figuratif, et que vous voulez absolument trouver une idée figurative dans ce tableau-là, vous ne pourrez pas voir le tableau. Ça, c'est Riopelle, ça. Au niveau de la peinture, je ne crois pas que Bordua a voulu implanter une influence. Il cherchait plutôt à rendre les gens plus libres et se trouver eux-mêmes. Je n'ai pas peint depuis 1940. Je crois que c'est en 40 que j'ai arrêté. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après 40? Comment on les appelle, ces toiles-là? Il n'y en a pas. Il est barbouillé. Notre recherche, notre point de focus, c'était l'inconscient, d'aller chercher ce qu'on pouvait à l'intérieur de soi, qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas raisonné. Françoise Sullivan participe pendant ses études à l'École des Beaux-Arts aux événements organisés par les automatistes. Elle s'installe à New York en 1946 pour y étudier de nouvelles formes de danse. Chorégraphe, sculpteur et peintre, elle remporte le prix du Québec en 1962. Et pour nous, la liberté de peindre ainsi, c'était une activité politique. Lorsqu'on sortait, par exemple, des réunions de chez Bordua... À Saint-Hubert, oui. C'était très sympathique. Moi, j'écoutais, vous voyez, et je trouvais ça absolument merveilleux. Les enfants pissaient sur ces divans. Parce qu'on ne parlait pas que de peinture, c'était toute la vie qui était en cause. Je les entendais discuter de politique. Certains de l'école du meuble et certains de l'école des Beaux-Arts. En 1948, j'ai 24 ans. Et puis, je travaille comme ébéniste. J'étais étalagiste chez Burks. Je faisais des vitrines cubistes, des vitrines surréalistes. Madeleine Arbour fréquente l'atelier de Bordua au milieu des années 40. Maquettiste, costumière, décoratrice et conceptrice de nombreuses émissions à la télévision, elle crée également des murales. Designer, elle intègre l'art aux aménagements intérieurs. Et dans mes vitrines, je refaisais le monde. Il y avait des gens qui faisaient autre chose que de la peinture. Il y avait Françoise Sullivan qui faisait de la danse. Il y avait moi qui faisais de la photographie. Maurice Perron rencontre Marcel Barbeau et Jean-Paul Riopelle à l'École du Meuble, où il étudie l'ébénisterie. Photographe passionné,
Il est le documentaliste du groupe automatiste. Il fonde la maison d'édition Mitramite qui publie le manifeste. Dans des chorégraphies de Jeanne Renaud et Françoise Riopel, chorégraphie spéciale pour la télévision de Françoise Sullivan. On ne parlait pas beaucoup de danse avec Bordua, mais surtout de peinture. Mais voyant la liberté que les peintres pouvaient acquérir en changeant leur façon de voir et leur façon de penser, certainement a influencé le type de danse que je voulais faire. Mais on était multidisciplinaire. Je faisais de la danse, Jeanne Renaud faisait de la danse, Françoise Riopel commençait à faire de la danse. Et puis, il y avait Claude Gauvreau qui écrivait de la poésie, du théâtre et des polémiques. Évidemment, il y a eu des légendes, hein? Des légendes qu'on était des révolutionnaires, on baisait un peu partout, tu comprends? Non, mais c'était du délire. On était au fond très puritains, très puritains. On était sages, on était des enfants sages, révoltés, mais des enfants sages en fait. La religion du Christ a dominé l'univers. Voyez ce qu'on en a fait. Des foisseurs sont passés à des exploitations serettes. Son exécrable exploitation, maintenue tant de siècles dans l'efficacité au prix des qualités les plus précieuses de la vie, se révélera enfin à la multitude de ses victimes. L'écartèlement aura une fin. Le jour où le peuple de Québec aura perdu sa foi religieuse, le jour où l'espérance unique que nous donnent nos convictions religieuses sera remplacée par l'athéisme et le matérialisme, c'en est fait de la race, c'en est fait de la province et c'en est fait du pays. Faut pas oublier que c'était l'époque de Duplessis, hein? Il y avait la littérature subversive et on avait le droit de fermer votre maison si on trouvait de la littérature subversive. En 1941, Fernand Leduc rencontre Bordua et participe à plusieurs expositions de la Société d'art contemporain et des automatistes. Depuis près de 20 ans, il peint des microchromies, tableaux dont l'extrême dépouillement révèle la qualité de la lumière. Or, nous, on avait commencé à aborder la pensée de Freud et celle de Marx. Alors, d'avoir du Marx, même c'était dans des petites brochures qu'on avait, alors, on a été suivis par des agents à ce moment-là. Freud, c'était complètement censuré, ça. C'était complètement censuré. Comprenez, le subconscient, c'est tellement près de l'âme. Je veux dire, on ne peut pas aller dans ce coin-là, on risque de mêler les choses. S'il vous plaît, éduquez-moi. Le cinéma, c'est pareil. Le cinéma, c'était... Moi, j'ai souvenir d'avoir vu des films incompréhensibles, tellement c'était coupaillé. Hein. Tu sais, on enlevait, si on mentionnait le mot divorce, à un moment donné, ça faisait plouc, et puis là, le mot divorce était disparu. La censure de la pensée, c'est pas des livres, de la pensée, était absolue. C'était pas un couvent, mais je veux dire, c'était un genre de monastère, la province de Québec. Il faut essayer de mesurer qu'est-ce que ça signifiait que de s'opposer au pouvoir de l'Église, parce que l'Église était tellement installée, et de former un groupe, un petit groupe d'artistes, et de s'opposer à ce pouvoir-là, c'était quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Il y a toujours eu à Montréal, même dans les périodes les plus sombres de notre histoire, où le clergé pesait le plus lourd, il y a toujours eu un noyau de ce qu'on pourrait appeler des libres penseurs. L'idée du manifeste, c'est autour de 45 ans, chez Fernand Leduc, que les automatistes se réunissent, et à un moment donné, Fernand Leduc dit on devrait signer un manifeste. Il nous est venu à l'idée, à un moment donné, d'une revue, pour arriver à s'exprimer. C'est un besoin, ça me paraît un besoin tout à fait normal. Et d'une revue au manifeste, eh bien, il y a eu un autre pas. À l'intérieur du groupe, sur bien des questions, et les gens avaient des points de vue différents. Mais, je veux dire, on ne censurait pas les points de vue. Alors, le manifeste, c'est pas arrivé comme ça, c'est une progression. Riopel est allé à Paris. Riopel a rencontré Breton, et grâce à Breton et à 46 autres surréalistes, il va signer un manifeste qui s'appelle Rupture inaugurale. Donc, Riopel revient à Montréal, et ça crée une sensation dans le groupe automatiste, parce qu'il a signé un manifeste avec Breton, bon, qui est un personnage important et tout.
Et donc, comme tu disais, c'est Riopelle qui va dire à Bordua, enfin, qui va inciter Bordua à ce que le groupe fasse. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un moment, je pense qu'à un moment donné, donc Bordua, il dit, écoutez, il faut faire un texte qui va refléter davantage notre situation ici. Hein. Bordua éprouvait le besoin, lui, de faire un statement. Bordua l'a fait circuler parmi ses amis, les gens de son âge, de sa génération, et qui étaient des esprits ouverts et avancés. Des penseurs, des journalistes. Mais c'est trouvé qu'aucune de ces personnes-là n'a voulu signer refus global. C'est pour ça qu'il n'y a que les jeunes, ses anciens élèves, puis un groupe de jeunes qui ont accepté de l'appuyer puis de signer avec lui. Bordua m'a montré le texte. Moi, ça m'allait comme un gant. J'ai cru que c'était une conversation de la maison, avec frère Jacques et puis le paternel Dieu. C'était courant, on pensait comme ça, quoi. Ça dépend beaucoup des milieux d'où on venait. Moi, j'ai dit à ma mère, ou je signe ça, ou je me jette au 3e étage. C'est une façon de dire, parce qu'elle m'a fait venir dans le salon, puis elle m'a dit, regarde, tes sœurs, ton frère, tout le monde pleure, tu nous fais honte, tu nous déshonores. Moi, comme aide, ça m'a apporté ma responsabilité, assumer mon aide totalement et complètement et constamment, et dans chaque seconde de ma vie. Jean-Paul Mousseau rencontre Bordua et le duc alors qu'il étudie au Collège Notre-Dame. Mousseau veut faire un art social qui sort de la galerie pour entrer dans l'espace public. Il décore des bars, crée la grande murale d'Hydro-Québec et la décoration des stations de métro, ainsi que des costumes et des décors pour le théâtre et la télévision. Il meurt en 1991. Et peindre n'est pas seulement que l'action de faire un tableau, c'est une action entière de palper à toutes les autres réalités de la vie. Ce que ça m'a apporté, à moi du moins, c'est l'expérience tout à fait vécue de la liberté. C'est-à-dire un degré de volupté qui m'était tout à fait impensable auparavant. Claude Gauvreau écrit sa première pièce de théâtre à 9 ans, rencontre Bordua et devient le farouche porte-parole des automatistes. Auteur prolifique mais peu joué de son vivant, il meurt en 1971, quelques semaines avant que sa dernière pièce, Les oranges sont vertes, soit montée. Moi, personnellement, mon frère Claude, on était tellement convaincu de la nécessité de faire ce manifeste-là qu'il n'y aurait eu personne, on l'aurait... je veux dire, si t'es 10, ben tant mieux. Mais si t'es tout seul, et puis que t'es persuadé que ce que tu penses, c'est la vérité, pourquoi la taire? Ben alors moi, quand j'ai vu ça, moi je dis ça va peut-être prendre 10 ans. Hein? Puis après ça, ils vont s'énerver. Puis après ça, ça sera une vérité courante, banale. C'est affreusement banal. Mais c'est beau. Louise Renaud s'installe à New York en 1944, après ses études à l'École des Beaux-Arts. Elle est celle par qui l'information parvient au groupe des automatistes. Elle vit maintenant à San Francisco. En 1947, Muriel Guilbeault joue, avec l'auteur Claude Gauvreau, l'un des 2 rôles principaux de la pièce Bien-être. Muse du dramaturge Gauvreau, elle lui inspirera le roman Beauté baroque. Elle s'enlève la vie en 1952. Le règne de la peur multiforme est terminé. Peur des préjugés, de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation générale. Peur d'être seul sans Dieu et la société qui isole très infailliblement. Peur de soi, de son frère, de la pauvreté. Peur de l'ordre établi, de la ridicule justice. Peur des relations neuves, peur du surrationnel, peur des nécessités, peur des écluses, grandes ouvertes sur la foi en l'homme, en la société future. Peur de toutes les formes susceptibles de déclencher un amour transformant. L'Église, en 1948, ressources financières considérables, 5 à 6 000 prêtres, 11 000 religieux, pas loin de 40 000 religieuses qui permettent d'encadrer très fortement les 3 ou 4 millions de Québécois. Je pense que... signer refus global, c'était pas un laisser-passer. Hein. C'était ça, et quelles que soient les conséquences. Le directeur de la maison où j'étais, il m'a dit « What did you do? C'est la dernière fois, là. Vous ne ferez plus ça. » On passait pour des révolutionnaires. Et ce qu'on était peut-être, au fond.
C'était pas un lancement, ça a été mis en vente chez Tranquille, puis c'est le bouche à oreille qui a fait que des gens sont venus acheter ça. Les premiers temps, il s'en est pas parlé, il n'y a rien eu dans les journaux. S'ils avaient continué dans ce sens-là, ça serait probablement tombé dans l'oubli. Mais ils ont fait un chahut autour de ça. Ils ont congédié Borduas, ce qui a été le coup de tonnerre qui a tout déclenché l'affaire. Borduas, c'était Satan. C'était le diable. Eux, ça, c'était dans la mentalité. On était pointé du doigt, on était déjà marqués. Regarde, tes sœurs, ton frère, tout le monde pleure, tu nous fais honte, tu nous déshonores. C'est comme si on avait mis, je sais pas moi, un bandeau sur notre bras. Je voyais qu'il y avait des gens qui militaient. On était méprisés d'une certaine façon. Puis Claude Gauvreau a surtout continué dans la polémique. Il a beaucoup écrit. Puis là, il y a un échange de lettres, et puis ça paraît dans le Devoir, dans laquelle essentiellement on dit nous, on ne croit pas que Dieu existe. Bon. Et puis s'il existe, ben, de toute façon, on pourrait faire Satan. Il y a eu des répercussions violentes. On a essayé de nous faire passer pour une bande d'hurluberlus. Plusieurs se sont exilés pour pouvoir conserver leur force, leur vigueur. C'était dans l'air de partir. Moi, quand je suis partie en 1946, je suis partie en même temps que les Jean Gascon, Jean-Louis Roux, Pierre-Éliott Trudeau, et tant d'autres. Thérèse Renaud commence très jeune à écrire de la poésie. Son premier recueil, Les Sables du Rêve, publié en 1946, est illustré par Mousseau. Elle vit maintenant à Paris et en Italie. On voulait sortir de ce pays qui était quand même contraignant, une atmosphère extrêmement contraignante. Je pense qu'il fallait partir parce que Montréal était vraiment trop fermé à l'époque. On allait vers un milieu plus ouvert qu'était Paris ou New York. On était pauvres comme Job. D'autres ont eu la difficulté à trouver de l'emploi. Borduas est parti gagner sa croûte à New York, sinon il crevait de faim. Parce que j'avais signé un refus là-bas, je n'ai pas trouvé de travail. J'ai ramassé mes 3 enfants, puis j'ai pris le bateau, et puis on a traversé l'océan. Et c'est tout. Il y en a eu un prix à payer. Mais le prix à payer, c'était la suite de ce qu'on devait être nous. C'était une sorte de déception. On pensait que ça amènerait certaines personnes à se joindre à nous. Non, c'était le contraire. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui critiquent aujourd'hui, qui disent des choses mais qui ne l'ont même pas lu. Il y a eu des événements, on s'y attendait, mais on ne s'attendait pas à la virulence des événements et puis à l'oubli total pendant 10 ans. Mon père voulait toujours que je sois premier, près de la porte. Comme j'étais le premier, c'est lui qui fait la peinture pour moi. Alors, j'ai jamais fait des tableaux. C'est mon père qui a tout fait. À partir de là, j'ai toujours voulu être premier. Alors, j'ai été premier. La pression du père. Ben oui, que ça. C'était pour faire plaisir à votre père que vous avez peint? Non, pas pour lui faire plaisir, c'était pour échapper à la vie. Une thérapie qui ne fonctionne pas? Si ça fonctionnerait, je ne serais pas là. Vous seriez où? Je ne serais plus là. Je serais ailleurs. Bruno Cormier se joint au groupe de Borduas dès 1941. Jusqu'en 1953, il étudie la médecine et la psychiatrie. Psychiatre éminent de renommée internationale, il meurt à Montréal en 1991. Les voyages à l'étranger se multiplient. Paris exerce toute l'attraction. Ces voyages sont aussi dans le nombre l'exceptionnelle occasion d'un réveil. Des consciences éclairent au contact vivifiant des poètes maudits. Ces hommes qui, sans être des monstres, osent exprimer haut et net ce que les plus malheureux d'entre nous étouffent tout bas. Les frontières de nos rêves
ne sont plus les mêmes. Qu'est-ce que ça fout que ça fasse 50 ans que c'est écrit ou pas? On n'a rien à célébrer. On n'a rien à célébrer. Vous savez, finalement, avec mon âge, je suis considéré comme un vieux peintre académique. Mais je sais, c'est parce qu'il faut quand même passer une société. Hein. Il faut passer une jeunesse. Sinon, où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Le temps a effacé les lettres. C'était un temps tranquille. La vie était plus simple, les horizons plus limités. C'était hier. On m'a confié un jour un cours dont le titre était « Les thèmes philosophiques de la littérature ». Et il m'est venu à l'idée d'inclure dans le programme un texte québécois qui me paraissait poser à la littérature des problèmes fondamentaux. Et j'ai pris le refus global. Ayant tout essayé, toutes les sortes de métiers, je ne fais qu'un dévouer. Striking an important renaissance in the arts in Montreal. C'était pas sans risque, parce qu'on a même tenté de me faire laisser tomber ce sujet en me disant si tu prends un sujet québécois dans une université québécoise, tu n'aurais jamais de poste universitaire, ce qui était vrai pendant 10 ans. Bernard Leduc, Mousseau, Pierre Gauvreau. Some of this art seems incomprehensible to you, you don't understand it, and so we're going to take this opportunity to get the artists themselves to answer a few questions about it. La télévision a changé notre vie à tous. Elle nous a donné un accès sans précédent à la culture. Radio-Canada présente Pépino. Il s'est produit un phénomène assez étrange, c'est que alors que le gouvernement provincial, qui frayait avec les évêques, le gouvernement fédéral, lui, réagit complètement à l'inverse, si bien que des gens qui se font taper dessus par Duplessis et les siens vont trouver de l'emploi à Radio-Canada, vont trouver de l'emploi à l'ONF. Des questions plus graves, et moi je m'efforcerai de représenter le point de vue de la femme. Moi je crois que c'est l'apparition de ce qu'on appelle des revues d'opinion, c'est le signe de la vitalité d'un milieu intellectuel. Et quand le sage va prendre le pouvoir, il va le faire au nom du changement. Et celui qui va nommer comme chef de cabinet politique, de son cabinet politique, c'est Guy Caron, un ami personnel de Bordua. Fini les achats de conscience, l'indigné et ses défenses. Mesdames, messieurs, ce sont tous là des signes de la libération. C'est pas une révolution tranquille qu'on va faire, c'est une révolution complète. Et révolution tranquille, on n'en a que foutre. Mesdames, Messieurs, les caméras de la Société Radio-Canada sont aujourd'hui à Trois-Rivières, alors que la population de toute une province va rendre hommage à l'un de ses fils les plus illustres, l'honorable Maurice Duplessis. La vigueur d'une œuvre, sa prudence, se mesure à la hauteur des obstacles affrontés. Je suis d'accord avec ces conditions, d'avance je les accepte. C'est sans mérite d'ailleurs, la mort m'attend oublieuse et sereine, à la limite de la peine ou au terme de la joie. J'ai des réticences à parler du refus global parce que le refus global comme tel n'a pas été la bombe dont on parle. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il a ébranlé le gouvernement, je ne crois pas que ça a ébranlé l'Église catholique, je ne crois pas que c'est transformer la société québécoise à ce moment-là. Donc, pour moi, le refus global, c'est d'abord et avant tout un mythe. Il faut faire attention, un mythe est souvent plus intéressant qu'une réalité. Après la mort de Bordua, il y a eu un projet de faire revenir le corps et le curé qui refusait d'enterrer en Terre Sainte le corps d'un athée notoire. Et en même temps, le gouvernement est interpellé en chambre parce qu'on apprend ce projet de mettre de l'argent dans le déplacement d'un corps et son transport au Québec. Est-ce que vous acceptez une vie économiquement difficile? Dictionnaire Magazine, 11 novembre 1962. Jeunesse des Beaux-Arts. Si la peinture abstraite n'avait pas existé, eh bien, je pense que les peintres de l'École de Montréal auraient pu l'inventer, auraient eu besoin de l'inventer. Monsieur Fauché, vous êtes directeur des élèves ici. Est-ce qu'on ne vous dit pas parfois que vous accordez
à vos élèves trop de liberté, que l'école des beaux-arts, c'est l'endroit où tout est permis. Maintenant, les gens se disent aussi assez souvent quels professeurs doivent avoir ces élèves pour avoir une allure semblable. Est-ce que l'enseignement n'est pas encore largement influencé en peinture par ce mouvement de Montréal, par le travail de Bordua? Les professeurs sont partie de ce mouvement-là en quelque sorte, mais il ne faut pas faire ce que les professeurs font comme peinture. Toute une génération, en s'y engouffrant, tomba sur la peinture abstraite comme sur une thérapeutique. Pour psychanalyser son groupe social, son groupe ethnique, car ces abstractions, ces tâches, étaient plus qu'une soulerie de liberté. C'était en fait réellement un besoin de tâches. Le groupe canadien-français aussi sûrement est un psychiatre, patient, en leur faisant dessiner des tâches, des hiéroglyphes, dans lesquels ils décèlent leurs instincts secrets, agressifs, leurs complexes, leur égocentrisme. Eh bien, les peintres de l'École de Montréal ont été à la fois les patients et les psychiatres de leur milieu historique. Que ceux qui vont comprendre s'envolent. L'aventure est parmi vous. Qu'est-ce que c'est qu'un happening? Alors, M. Gauvreau, du refus global à la soirée de ce soir, le Québec a bougé? Le Québec a bougé, oui, dans un certain sens. Parce que, après, je crois, une décade de flottement, je pense qu'on retourne à une liberté vraiment très épanouie. J'ai le goût d'écrire un poème! Pas question de poésie, il est question d'état de rire. Moi, j'interprète ça comme étant une négation totale. Est-ce qu'on retourne au refus global? Est-ce que c'est ça? Il n'est pas question de refus, nous autres. Il est question de voyage, de pénétration, de l'interdit. Tout est valable. Tout est valable en art. Pensez-y deux fois. Tout est valable en art. Vous êtes quand même, disons, optimiste. Je suis mort de rire. Art, qu'est-ce que c'est ça, l'art? Moi, je suis contre le mot art avec un grand A, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de changer la vie. Que ceux qui écrivent l'histoire du Québec, qu'ils devront maintenant compter avec nous. Ils n'avaient pas entretenu un système pour empêcher les gens de penser. La situation du Québec n'a pas changé d'un iota. Ensuite, il y a la fameuse occupation de l'École des Beaux-Arts. Les étudiants vont imprimer à la main refus global. Hello, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est la grande nuit de la poésie, j'en suis sûr. Quand ils nous auront glissé cette maudite fiche que l'on a dans la tête, qui fait qu'on n'est jamais content, ce qu'on voulait, on l'a eu, c'est pas encore ça, c'est Jean Massot. Quand ils nous auront vissé cette maudite fiche qu'on a dans la tête, les poètes de ce temps montent la garde du monde. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Speak white, tell us again about freedom and democracy. En 70, il y avait des slogans de Gauvreau partout sur les murs du cégep où j'étais. Batlam s'en vient. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Parce qu'un texte est ouvert, il est assez facile de le récupérer de gauche et de droite, oui, bien sûr. C'est un texte pour la liberté d'expression, la liberté de choix. Et alors ça, c'est très bien. Moi je trouve que tout le monde s'en empare, c'est très bien. Comment se fait-il qu'au moment où l'on atteint un certain niveau de liberté, on sent le besoin de se référer à, peut-être parce qu'on cherche un fondement? C'est un texte qui a rejoint toutes les disciplines. Donc c'est assez normal que pour une fois, l'avant-garde s'exprimait de façon globale. Là, pour une fois, il y a un texte indigène, un texte local qui dit bien ce qu'il y a à dire. Donc on s'y réfère parce que ça confirme et ça assure nos arrières, si vous voulez. Est-ce qu'il ne finissait surtout pas
en disant voici ce que je ne suis pas, voici ce contre quoi je me révolte, voici ce que je refuse. Mais d'ailleurs, c'est assez dionysiaque et nietzschéen. Quand on lit, il y a plus d'affirmation que de négation. Il y a plus d'affirmation que de négation. Et je crois que le même problème se pose aujourd'hui, que qui que ce soit qui tente à l'épanouissement de ses qualités d'être, il est obligé de s'opposer. Ils nous bloquent, ils nous mettent les bâtons dans les roues, tu sais, ils veulent pas nous laisser vivre. Et puis c'est ça le futur. C'est laisser de côté le passé, puis se foutre du futur. La peinture spontanée m'a donné comme une force. Si tu le risques pas, tu ne sauras pas où ça va te mener. Refus global a eu l'importance qu'on lui donne. Et c'est important de savoir que les choses ne sont pas nécessairement objectivement importantes. Cette génération-là nous a appris un goût de la liberté. Ils ne nous ont pas donné le relais que l'on aurait pu prendre, mais pour nous, par la suite, l'idée que quelqu'un avait pu tenir ce genre de discours en 1948, pour moi en tout cas, c'était très important. J'avais 20 ans, il fallait que quelqu'un ait tenu ce discours 10-15 ans avant moi. Moi, je suis très heureux d'avoir participé à cet événement-là, d'en être parti. À l'âge que j'ai 75 ans. Pour moi, c'est un grand bonheur que j'ai le sentiment que je ne suis pas passé à côté de ma vie. J'ai écrit Refus global sans trop savoir pourquoi. J'avais foi en cette tendre jeunesse, en l'évolution morale et spirituelle des foules. On a vu des rivières, une lumière et puis aussi du foin. Certes, je brûle d'amour à ma limite pour la terre entière et ses habitants. Ça sent mauvais, c'est pas du temps blanc. Mais je n'ai foi qu'en peu d'hommes. Plus urgent que de se lier aux quantités sans espoir, apparaît la reconnaissance dans la foule des âmes ardentes, susceptibles de transformer profondément l'aventure humaine. On dirait que c'est bleu. Elle est dure, la vie? C'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? C'est pas. Faut être passionné pour peindre. Vous l'avez été, donc, passionné? Oui. Et c'est fini? C'est fini, votre passion? Oui. Avez-vous envie de mourir? Mourir en santé, oui. Avez-vous hâte de mourir? Moi, oui. Depuis longtemps? Je sais pas. Vous voulez paraître plus dur que vous l'êtes? C'est ça. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un personnage? Boire, c'est comme peindre? C'est mieux. C'est comme fumer. Mais au fond, c'est la même chose? Oui. Le chien est couché à l'ombre. Vous attendez quoi? Tant que ça se passe. Il n'y a rien d'autre à faire. Je suis jamais content d'être là. Je vais toujours être ailleurs. Quand je suis ailleurs, je suis pas content. Ça dépend ce qu'on veut. Vous n'êtes pas content de vivre? Faut bien. J'ai pas le choix. Notre devoir est simple. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société. Se désolidariser de son esprit utilitaire. Refus d'être sciemment au-dessous de nos possibilités psychiques et physiques. Refus de se taire. Faites de nous ce qu'il vous plaira, mais vous devez nous entendre.
refus de servir, d'être utilisable pour de telles fins, refus de toute intention, arme néfaste de la raison. Abat toutes, au second rang, place à la magie, place aux mystères objectifs. Place à l'amour, place aux nécessités. Au refus global, nous opposons la responsabilité entière. Moi, je rencontre des jeunes, ils me fascinent, je veux dire, ils m'éblouissent, ils sont tellement dégagés, ils sont tellement libres de leur esprit. Tu sais. Ils sont si peu embrigadés. Ça fait pas l'affaire de la société qu'ils soient, parce qu'ils ne sont pas là, disponibles, n'importe quand. Puis, mais moi, je trouve que moi, ça me touche énormément. Maintenant, les jeunes ont tout à leur portée. C'est merveilleux. C'est à eux de faire quelque chose avec la connaissance qu'ils ont. Ce que font les jeunes en ce moment, c'est qu'ils vont à la conquête de leur monde à eux. Et ils ont beaucoup de talent. Je pense que beaucoup d'artistes envient ces artistes-là et cette période-là parce qu'il y a eu une explosion incroyable et une rébellion incroyable qu'on aimerait tous vivre en tant qu'artistes. C'est comme envoyer tout le monde promener puis être capable de s'affirmer d'une façon si unique. C'est plutôt des interrogations qui, je crois, en tant qu'artiste, sont les mêmes que les signataires du refus global devaient avoir face à leur art. Peut-être pas face à la société en général, mais face à leur art, je pense que c'était les mêmes questionnements de qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je suis, je pense que c'est les mêmes questions, c'est les mêmes questions que je me pose toujours, comme qu'est-ce que mon art veut dire, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Actuellement, l'art est très individualiste. Puis tout le système veut que l'art soit individualiste. On est dans une situation où l'institution artistique, pour prendre un grand mot, le champ artistique, c'est organisé, c'est structuré. Il y a beaucoup plus de marchands, il y a beaucoup plus de galeries parallèles, il y a des centres d'artistes, il y a toutes sortes de lieux de manifestation de l'art qui permettent justement plus cette espèce de cohésion, de regroupement, de cette solidarité que les gens de l'époque des automatistes avaient. Il parlait d'égrégore, c'était un regroupement d'états d'esprit plutôt qu'un regroupement de gens. C'était autour d'une idée que les gens se regroupaient, puis à partir de là, ça leur offrait la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient si peu, il fallait donc qu'ils se consolident pour pouvoir faire valoir leurs idéologies. Ils ont essayé de faire bouger les choses. C'est ça aussi qui manque un petit peu actuellement. Alors, à mon avis, on n'est pas dans une ère qui permet cela. Hein? On est dans une ère où tout est éclaté, on est fragmenté. Mon cœur est rouge, mes veines sont bleues, ma peau blanche, mes cheveux... Mais d'après moi, les interdits et les barrières ont seulement été repoussés un peu plus loin, dans d'autres directions. Du postmodernisme se démarquent quelques artistes offrant un brillant aboutissement de leur démarche plastique et psychique. Les mots sont insidieux. Ils sont ambivalents, ils ont toujours mille et une facettes dans lesquelles je me perds comme dans un immense labyrinthe. Le projet, c'était d'écrire un livre pour le 50e du refus global. Étant donné que le refus global est un texte qui s'enrichit continuellement de nouvelles lectures, je voulais simplement que s'ajoute la lecture des années, de la fin des années 90 à celle qu'on avait déjà. Toutes les valeurs, identités et certitudes sont remises en question dans une énumération minutieuse d'un art devenu trop cérébral. L'idée et le concept prévalent dans une intellectualisation ultime qui serait sans conséquence si on ne nous l'imposait pas insidieusement comme étant le seul modèle valable. Je pense que des jeunes devraient s'exprimer aussi radicalement que possible, mais à partir de leur propre expérience, leur propre culture. Ceux qui seraient tentés, par exemple, de refuser la société voient que leur message peut facilement être noyé. Je trouve que la société est bien silencieuse. C'est peut-être parce qu'on est saturé de télévision, de radio, la parole, le son, les bruits, la musique et tout. Ça occupe tout l'espace et qu'il n'y a plus de place pour la réflexion intérieure et la parole qui en découle. Un peuple de publicité, de valeurs monétaires et de choqueries physiques qui, avec l'aide de l'électronique, suffoque les valeurs humaines oubliées. Les artistes et galeries à la mode, les musées, les critiques, tous semblent s'accorder sur le fait que l'œuvre d'art doit être avant tout un médium de la pensée.
J'attends ce que les jeunes et les moins jeunes ont à dire et qui les passionne au point parce que la passion, ça implique un risque. On ne peut pas parler de passion si on ne risque pas sa vie en même temps, son confort et tout. Il y a toujours des luttes qu'ont connues, qu'ont vécues, qu'on vit encore. Si je pense à l'espèce d'identité francophone ou en tout cas, on peut dire ce qu'on en veut, mais je pense que même en tant que chorégraphe, moi qui n'utilise pas beaucoup le verbe, ça me touche encore. Je m'offusquerais beaucoup du chômage dans un pays riche, du chômage, des sans-abri. Ça, c'est absolument scandaleux. On ne peut pas se dire, oui, on va trouver une job, puis on va pouvoir vivre, puis bien. La laïcisation des écoles est quelque chose qui n'est pas encore fait. Le droit à l'éducation pour les jeunes, ça me touche beaucoup. Il y a énormément à faire en éducation. De fait, il y a des jours où je me lève et que je me dis, est-ce que je devrais donc donner un coup de main de ce côté-là? Actuellement, je pense que c'est sûr qu'il y aurait une révolte sociale à faire parce que on a beau glorifier le refus global, même Lucien Bouchard, il a fait un article dans Le Devoir, comme quoi il disait que c'était quelque chose de prophétique et tout, le refus global. Mais ce qu'ils oublient peut-être, les politiciens de notre époque, c'est de s'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a actuellement. C'est bien beau de voir ce qu'il y a eu il y a 50 ans, de voir où ça nous a mené, mais comme je dis tantôt, on n'en a pas réalisé un dixième. Alors il faudrait que les gens se réveillent maintenant, puis que les artistes bougent au lieu de se replier sur eux-mêmes, d'essayer de s'ouvrir, puis d'essayer au lieu de parler de l'engagement, d'être réellement engagé. Aujourd'hui, on en est rendu au stade où on organise une exposition qui s'appelle L'art inquiet, par exemple, ou appelons ça l'art engagé, qui s'inquiète de sa destinée, mais on commande les œuvres à des artistes pour une exposition dont le titre est déjà préalablement donné, puis on demande X ou Y à venir faire quelque chose en fonction de ça. Est-ce cela l'engagement? C'est certainement pas l'engagement automatiste. Tu peux pas étrangler le monde impunément. Tu sais, comme j'ai dit toujours, c'est comme ça me fait penser à une rivière. Hein? Tu mets un mur, une digue, mais qu'est-ce qu'elle fait? L'eau, hein? L'eau, elle déborde et elle crée une inondation. Ça s'appelle une révolution. La révolte, elle est aussi mise dans un petit carré marqué révolte dessus. Tu sais, c'est comme, on dirige, même un artiste qui veut dire merde, on va lui dire, bon, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut dire merde. Puis moi, je pense que s'il y a quelque chose que je retiens de l'automatisme, c'est que c'est pas tout de faire des œuvres. Hein? C'est pas Borza qui disait qu'un tableau est un objet sans importance. C'est Borza qui disait ça, un grand peintre. C'est une phrase très paradoxale que j'adore, parce qu'elle signale que ce qui est en jeu derrière la peinture, c'est pas de faire un objet, c'est de livrer une expérience qui soit la plus authentique possible. Et je pense que c'est toujours de ce côté-là, du côté d'une espèce d'émotivité spontanée, que va naître la nouveauté, que va naître un changement. Chaque génération a ses problèmes à résoudre. Il y a des évolutions plus ou moins rapides, donc il peut y avoir plusieurs générations qui peuvent se contenter de répéter ce que les parents faisaient, mais il y a des interdits, il y a des frustrations, puis il y a des obligations dans toutes les sociétés, si on veut vivre en société. On n'est pas arrivé encore à un niveau de développement où on pourrait jouir des bénéfices de la société sans en payer le prix. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais on est loin de là. C'est dans le refus global, d'ailleurs, qu'il y a une magnifique phrase sur la culture et l'art en général, qui dit le trésor sera transmis. Il faut se transmettre le trésor, mais à condition de le transformer. Hier, nous étions seuls et indécis. Aujourd'hui, un groupe existe, aux ramifications profondes et courageuses. Déjà, elle déborde les frontières. Un magnifique devoir nous incombe aussi. Conserver le précieux trésor qui nous échoit. Ce trésor est la réserve poétique, le renouvellement émotif où puiseront les siècles à venir. Que ceux tentés par l'aventure se joignent à nous. Au terme imaginable, nous entrevoyons l'homme libéré de ses chaînes inutiles, réalisé dans l'ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l'anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels. D'ici là, sans repos ni halte,
en communauté de sentiments avec des assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Êtes-vous capable d'être seul? J'espère toujours. J'espère toujours. Ça vient, là. Le soleil va se coucher.